Bienvenue à notre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Aujourd'hui, je suis en solo. Julie ne pouvait pas être présente avec moi, mais ce fut un podcast tellement enrichissant. J'ai reçu Sophie Reiss, Sophie qui a écrit le livre « Un cancer en cadeau ». On a discuté en fait de son parcours en tant qu'auteur. C'est une maman qui a fait un autre livre auparavant. Elle a un parcours tellement riche et elle a expliqué le pourquoi, en fait, de l'écriture de son livre. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc, vous pourrez découvrir encore plus Sophie à travers le podcast qui va suivre. Le podcast est présenté par Simplement Moi, oui, mon entreprise qui est une boutique de produits post-mastectomie où vous pouvez retrouver soutien-gorge post-opératoire, les prothèses mammaires externes, maillots de bain adaptés, les manchons de compression pour celles qui font du lymphœdème, les bandeaux et foulards lors des traitements de chimiothérapie. Enfin bref, tous les produits adaptés suite à une chirurgie mammaire, suite à un cancer du sein. Elle est située à Laval, c'est une boutique privée. Simplement moi, c'est également un service à domicile. Je me déplace dans la région de tout ce qui est la région avoisinante de Laval, que ce soit Montréal, la Rive-Nord, la Rive-Sud, pour les femmes qui auraient soit une mobilité réduite en CHSLD. Souvent, on a des mamans qui sont malades, qui ont un diagnostic, mais que les enfants ont une difficulté peut-être à sortir à l'extérieur par mobilité ou par manque de voiture, en fait, leurs parents. Donc, je me déplace à domicile et sinon, il y a toujours la boutique en ligne au www.simplementmoi.com où vous pourrez retrouver non seulement tous les produits disponibles, mais aussi les régions desservies pour le service à domicile. Donc, je vous laisse découvrir Sophie Reiss. À tout de suite. Bon podcast. Salut Sophie! Allô! Je te reçois sur notre podcast aujourd'hui. Merci d'être venue. Écoute, aujourd'hui, je suis en solo. Habituellement, les gens qui nous regardent, on n'est pas dans le même studio que d'habitude. Aujourd'hui, c'est très intimiste. Je suis très contente de te recevoir pour parler de ton livre. Merci. Un cancer en cadeau. Oui. Et écoute, je me suis pris des notes vraiment parce que tu as un beau parcours. Mm-hmm. Puis je voulais rien oublier. Puis j'avais peur qu'on divague dans plein de choses parce que juste avant, on parlait de tout et de rien et on aurait pu... on aime jaser. On aime jaser. C'est ça notre problème. On aime jaser. Exactement. Donc, Sophie, à la base, oui. Tu es conférencière, autrice, consultante communication innovation, formatrice et animatrice d'événements. En fait, oui. un beau parcours au niveau des relations publiques. Oui, ça, c'est une nouvelle carrière parce qu'avant ça, j'ai fait 20 ans, en fait, de direction de marque, alliance stratégique, là, vraiment beaucoup, puis en entrepreneuriat aussi. Fait que finalement, de multiples chapeaux. Quand même! Moi, j'appelle ça un parcours atypique. Bien, c'est correct. Oui. On a plein de belles formations à travers ce parcours atypique-là. Bien, écoute, on va commencer avec, en fait, ton livre, Un cancer en cadeau. Nous, on s'est rencontrés l'automne dernier lors d'un événement pour le lymphœdème auquel tu participais par rapport à Garde tes cheveux. Oui. Puis par rapport à ton livre. Bien, en fait, les deux. Puis c'était un événement, en fait, on s'est déjà croisés parce qu'on est dans l'écosystème là, du cancer du sein, entre autres, et tout ça. Mais j'étais ambassadrice de la Fondation québécoise du cancer. Puis c'était la marche, entre autres, pour le cancer. Pour le cancer. En fait, donc une levée de fonds, absolument, et tout ça. Donc, on était sur place avec l'équipe de Garde tes cheveux, dont Sophie Trusdel-Ménard, qui a eu la chance de reçu la semaine passée au micro. Oui. Donc, je vous invite personnellement à écouter son épisode. Je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est du bonbon. Vraiment. C'est du bonbon. Vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas écouté déjà. Mais vraiment. Effectivement, c'est un beau podcast. Puis, aujourd'hui, on est presque à 1 an, jour pour jour, du lancement de ton livre, 23 février 2023. Hey, je sais, je m'en venais dans la voiture, puis j'ai réalisé ça. C'est comme s'il manque juste le petit gâteau de fête entre nous deux.
Oui, exactement, parce que à l'heure que vous allez l'écouter, ça va être la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on est quand même le 20 février, donc on est à quelques jours là, du lancement de ton livre. Depuis le lancement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a sûrement eu un glow-up, là, des choses qui se sont des opportunités. Plein. Depuis un an, comment ça se passe depuis le lancement d'un cancer en cadeau? Wow! En fait, quand j'ai écrit ce livre-là, tu sais, c'est le livre à la base que j'aurais voulu avoir lorsque j'ai eu mon diagnostic le 20 novembre, où est-ce que j'ai commencé cette phase de pré-diagnostic, mais le 4 décembre 2020, lorsque j'ai vraiment eu un diagnostic confirmé, bien, on m'a donné quelques petits dépliants et je suis repartie bredouille quand même. La majorité, un peu, c'est pas exact. Ça. Hein? Puis parallèlement, ben oui, puis quand je suis tombée enceinte de ma fille en 2012, ben l'Institut national de santé publique m'a donné le Mieux vivre, qui est un gros document où ma vie n'était pas en danger. Puis j'avais 9 mois pour préparer. Donc j'avais vraiment cette intention-là de créer un outil qui allait répondre finalement à toutes les questions qu'on pouvait se poser. Parce que lorsque on répond à ces questions-là, ben on a moins peur. Parce qu'on a peur de quoi? On a peur de l'inconnu. Fait que tu sais, c'était vraiment ma rationnelle. Et lorsque je l'ai lancé, ce livre-là, donc quand on remonte justement en février 2023, ben j'avais cette intention de faire œuvre utile, puis de léguer quelque chose, en fait, qui allait servir, générer un impact. C'était vraiment ça. Et ça l'a généré un impact. Oui, clairement. Et là, on fait attention à ce qu'on désire, hein, faut croire. Oui. Donc, mais juste, je retourne un petit peu pour revenir sur la question. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, c'est sûr que tranquillement, ça a pris une ampleur monstre juste dans sa préparation. On va en parler tantôt. Oui, ça, j'ai comme aucun doute qu'on va en parler. Et ce qui a, au départ, est parti d'un projet que je ne voulais pas que ce soit un projet personnel. Moi, j'ai déjà écrit d'autres livres, je suis dans le milieu des médias, je veux dire, ça reste que je savais que ça allait être un ouvrage colossal. Oui. Mais je pensais pas que ça allait être si grand que ça. Mais plus que ça avançait, on peut pas comme avoir un cancer à moitié. Hein? Fait que, dans on le peut fond, pas commencer un ouvrage à moitié non plus du moment qu'on a commencé. C'est un petit peu cela. Donc, je me suis rendu compte qu'au mois de septembre, il fallait que je consacre 100% de ma vie à ça, tu sais. Donc, c'est ce que j'ai fait de septembre 2022 jusqu'à février 2023. Donc, lorsque le livre a été lancé, si je me remets dans les chaussures de la Sophie 2023, j'étais épuisée. Ah, mais j'en doute pas. Épuisée. Et ce que je me rendais pas compte, c'était que le fun allait commencer. En fait, le plus gros était à venir. Donc, le livre a été lancé au centre de recherche du CHUM. Donc, en premier lieu. Le 23, on parle du 23 février. Okay. Exactement, qui est un mardi, donc calendrier, je m'en rappelle. Donc, il a été lancé là. Puis pourquoi il a été lancé justement au CHUM? Bien, premièrement, je voulais qu'il soit déjà positionné comme un outil d'accompagnement médical. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Aussi parce que je mets en lumière plus de 100 médecins spécialistes, chercheurs, pas tous du CHUM, absolument pas, là, donc d'un peu partout. Oui, très diversifié. Oui, la notion vraiment information validée, justifiée, expliquée, c'était super important pour moi, mais vraiment de qualité. Puis, bien, le CHUM a été super généreux de m'ouvrir le centre de recherche. Puis, une chose, tu sais, vraiment anecdotiquement, là, chaque fois que je passe devant le CHUM, j'adore la ligne qui a écrit l'audace de chercher plus loin. C'est comme la tagline du centre de recherche. OK. Je ne l'ai pas vu, sincèrement. Je n'ai pas été depuis que c'est le nouveau... Oui. Bon, ben moi, j'ai eu la chance de travailler au centre-ville puis d'habiter sur le plateau. Donc, à tous les jours, je sacrais dans le trafic devant. Mais cette phrase-là m'a toujours marquée, puis je trouvais que ça fitait bien aussi avec le livre « L'audace de chercher plus loin ». Donc, le livre a été lancé un mardi au CHUM, où est-ce que j'ai pu rassembler plus de 250 personnes. Donc là, sur place, il y avait des cliniciens, des thérapeutes, des patients, du monde, en fait, des amis aussi de la famille qui m'ont bien vu passer à travers tout ça. Ben oui, qui t'ont accompagné à travers tout le processus. Donc ça a été vraiment un méga lancement. Et après ça, tranquillement, le feu est parti. Donc, le feu est parti, les articles dans les journaux, donc la presse, Salut Bonjour et tout ça. Ils sont venus te chercher ou c'est ta relation presse qui a envoyé... Bien, c'est sûr que j'ai un service de relations publiques, donc j'ai vraiment une relationniste de presse, bien sûr. Donc, mais c'est sûr que comme dans n'importe quel sujet... Mais je pose la question parce que ton livre, étant donné que moi, je n'ai pas vu d'autres.
Sincèrement, je crois que tu es très précurseur d'un type de livre comme ça. Oui. Et c'est sûr que ce soit médias, organismes, tout ça, ça ne m'aurait pas surpris qu'on vienne chercher l'information sans que ça soit la relation de presse qui pousse le livre, là, dans le sens où c'est tellement c'est une bible d'informations et il y en a pas deux comme toi, là. T'es vraiment précurseur dans ce type de livre-là, donc c'est pour ça que je posais la question. Oui, c'était vraiment un manque. Puis ce qui est vraiment très drôle, c'est que dans un article qui est paru dans la presse, qu'on est capable de retrouver, là, entre autres, là, d'Olivia Lévy, c'est fascinant parce que j'interpelle le ministre de la Santé dans cet article-là. OK. Et le vendredi, j'ai eu un appel du ministre de la Santé. Pour vrai? Madame Reiss, vous vouliez me parler? Ah oui? Oui! Donc, tu as eu une entrevue avec le ministère de la Santé. Donc, j'y parlais, en fait, du livre, mais d'autres revendications. Pas des revendications, je suis très loin de revendiquer quoi que ce soit. Mais des suggestions. En fait, pour le bien-être pour le bien-être des femmes et des hommes aussi, parce que le livre, en fait, s'adresse à tous les types de cancers. Oui. Donc, pas juste cancer du sein ou cancer féminin, c'est vraiment non-genré. Bien sûr, il y a beaucoup de capsules dans le livre qui sont... Sur le cancer du sein. Étant donné ton expérience personnelle, mais oui, c'est sûr. Mais ça reste que tout le monde s'y reconnaît. Bref, il s'est engagé à lire le livre. Et il a tweeté, en fait, la fin de semaine, en disant que c'était l'outil pour innover et s'outiller. Wow! Donc là, ça a fait... Quelle belle vitrine pour le livre. Oui, ça a été extraordinaire. Ministre de la Santé. Donc, j'ai eu l'appel de Tout le monde en parle. Oui, on en vient à ça, là. Pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a quand même des auditrices de la France qui nous écoutent. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Tout le monde en parle est un gros plateau de télévision. Je ne sais même pas quel comparable on pourrait faire avec la France, mais bref, c'est un gros plateau où ce que des invités notoires ont passé. Et ça a fait le feu dans le sens, moi, j'en ai entendu beaucoup parler. Là, incroyable. De ta venue. Il y a eu un avant puis un après, parce que c'est une entrevue en direct un dimanche soir à forte cote d'écoute. Oui, effectivement. C'est pour ça que maintenant, je donne des conférences sur la gestion du stress. Je pense que j'ai comme... Je peux dire que j'ai pu l'expérimenter surtout. Mais j'étais super zen. Vraiment, cette entrevue-là a été exceptionnelle. Et elle a créé beaucoup de ponts et elle a créé beaucoup de dialogues, en fait, dans le futur. Puis c'est ça qui est beau. Donc, le lendemain et les jours qui en ont suivi, je recevais autant de courriels de patientes, autant de, en fait, tout ce que j'appelle, moi, des sœurs et des frères de cancer. Oui. C'est vraiment ça. Donc, des frères et des sœurs de cancer. Autant je recevais des courriels de thérapeutes qui se sont sentis reconnus aussi là-dedans, comme participants aussi au bien-être des gens. Autant j'ai reçu une tonne de courriels de médecins et de cliniciens aussi, qui se voyaient aussi valorisés et respectés là-dedans, puis en fait, qui voyaient ça comme vraiment un vrai outil qui allait les aider concrètement. Et un outil véridique, on va se le dire, parce que chercher de l'information sur Google, c'est pas tout le temps la bonne place. Souvent, c'est ce que je dis à mes clientes. J'ai cherché ça, mon Dieu, ils me font mourir demain matin. C'est comme... Tu sais, Google, il faut en prendre, il faut en laisser. C'est pas nécessairement, c'est un outil de recherche, oui, mais vous pouvez tellement retrouver un peu n'importe quoi. Il y a trop de photos. Puis c'est pas nécessairement le cas qu'on parle. Des fois, ça fait plus peur qu'autre chose. Fait que ton outil à toi, c'est vraiment basé sur des faits, avec des vrais spécialistes. Des faux, j'appelle ça des faux médecins. Là, Pas des j'ai entendu dire que. Exact. OK, il n'y en a pas de j'ai entendu dire que. C'est vraiment de l'info qui est validée, puis il n'y a pas un mot du livre qui n'a pas été relu justement par un professionnel de la santé dans la partie numéro 2. Donc, puis on y reviendra à comment le livre est séparé. Oui. Mais ça, c'était hyper important. Fait que tout ça pour dire que j'ai passé comme 1 mois et demi à répondre à tous les courriels, mais je vous jure que j'ai répondu à tous les messages. C'est super. À tous les messages. Qui ont quelqu'un qui répond à leur message. Non, c'est moi personnellement, j'ai répondu à tous les messages, que ce soit sur l'Instagram d'un cancer en cadeau, sur le Messenger, sur le courriel. Écoute, tout y a passé. Tout y a passé. Tant mieux, parce que c'est une réponse personnalisée. Oui, parce que les gens qui t'écrivent souvent, c'est par rapport à leur expérience à eux, donc c'est du mode très personnel. Oui, puis tu sais, je fais pas de la consultation, puis j'aurais jamais l'intention d'en faire non plus, mais c'est tout simplement, je me dis, par respect, ils ont pris le temps de m'écrire, je vais répondre. Fait que pour répondre à la question, février, mars, avril, ça a été le tourbillon des médias, donc la tournée des médias un peu partout, mais c'était à preuve que c'était vraiment un besoin pour notre société d'avoir un outil de référence. Parce que c'est pas juste un livre, c'est un outil de référence. Exact. Puis après, s'en est suivi toutes les opportunités de prendre parole.
Donc, j'ai été amenée à animer la journée de réflexion en cancérologie du CHUM, la journée, en fait, le colloque des oncologues de Laval, Laurentides-Trois. Ah, j'en ai fait plein à l'Université de Montréal, en fait, où à l'Université de Montréal, j'ai animé, en fait, j'ai fait une conférence, puis j'ai animé aussi un panel sur le partenariat patient, entre autres. Donc, puis là, je vais même, en fait, le mois prochain, je vais former des médecins spécialistes du CUSUM. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, moi, mon rôle, je le vois beaucoup comme un rôle qui sert de pont, en fait. Bien, c'est une implication. Bien, c'est clairement une implication. C'est une implication de ton expérience versus les manques. C'est le pont entre la patiente et le médical. Exact. Parce que souvent, on s'entend qu'il y a un manque à travers ça. Oui. Mais pour ceux qui encore là, qui nous écoutent, qui n'écoutent pas tout le monde en parle, qui t'auraient pas vu puis qui t'auraient pas connu, en fait, puis qui ne sont peut-être pas encore dans l'univers du cancer du sein, peux-tu juste sans spoiler ton livre, là, parce que le début du livre, tu parles vraiment de ton cheminement, mais j'aimerais que tu parles juste un peu de ton histoire, ton parcours, parce que c'est clairement ton parcours. En fait, ton diagnostic que tu as eu en 2020 qui t'a amené à écrire ce livre-là. Oui. Au même titre que, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, le guide des parents voyageurs, c'est par rapport encore là à un manque d'informations de ton côté personnel que tu t'es dit, je vais écrire là-dessus. Oui, tu as 100% raison. Puis je trouve que ton parallèle est intelligent parce qu'il est à la base. C'est vraiment ça. Puis souvent, en conférence, c'est comme ça que je l'amène. Tu sais, je commence souvent en conférence. Tu as manqué d'informations, donc tu dis, il faut que j'en donne. Ben oui, puis dans la vie, tu as toujours 2 choix. Hein? Tout le temps 2 choix. Le premier choix, tu chiales, OK? Ou le deuxième, tu prends action et tu changes les choses. Donc, même affaire avec le voyage en famille. Moi, en fait, la plus grande qualité, ou en fait, que mes parents m'ont transmis, c'est cette curiosité-là, cette ouverture sur le monde, cette envie d'aller voir plus loin. Ça, je le dis tout le temps. Moi, mes 2 parents sont portugais, ils sont arrivés ici avec des valises. Et rapidement, cette conscience d'un ailleurs, tu sais, qu'ailleurs, il y avait des gens qui travaillaient, qui vivaient, qui mangeaient, qui festoyaient même à la limite d'une autre façon. Puis c'était bien correct aussi, puis qu'il y avait plusieurs chemins pour arriver à nos fins. Ça, c'est vraiment ça. Plusieurs chemins mènent à Rome. Ah oui, tous les chemins, en fait. Tous les chemins mènent à Rome. Ils mènent tout à Rome. Ils mènent tout à Rome. Mais des fois, ils mènent à des destinations inusitées qu'on ne saurait pas non plus. Exact. Donc, rapidement, j'avais cette valeur-là. Puis même chose, quand je tombais enceinte de ma fille en 2012, là, moi, on m'a dit « Oh my God, ta vie est finie. Tu ne pourras plus jamais voyager. Une chance que tu as été à tel endroit parce que même crois dessus. » Oublie ça, des enfants. La vie est finie. Bien, puis en toi puis moi, il y a des enfants partout sur la planète, puis je veux juste vous faire une grande annonce. Ils vivent, ils mangent, OK? Et ils dorment, OK? C'est vraiment, vraiment comme ça. Et je me suis dit, bien, si les gens, justement, me disent des affaires comme « Oh my God, tu vas mettre ta vie de ton enfant en danger » ou « Qu'est-ce que tu vas faire pour le nourrir? » C'est parce qu'il y a une certaine portion d'ignorance, d'éducation à aller chercher. Et, bien, ça vient avec des outils. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le Guide des parents voyageurs qui, en passant, est réédité. Donc, je sors le 27 mars 2024, la nouvelle édition. Ça veut dire qu'il roule encore super bien. Bien, il est encore numéro 1 dans sa catégorie, dans la francophonie. Fait que ça, c'est vraiment super... c'est un autre vie parallèle. 2 best-sellers. Oui, puis parce que celui-là, c'est un best-seller en oncologie. Oui, j'en doute pas. c'est le livre, en fait, en oncologie le plus vendu, non écrit par un PhD. Je me trouve très drôle. Oui, mais... C'est parce qu'à travers, tu as beaucoup de spécialistes. Ben oui, aussi, non, c'est vraiment... C'est vraiment un livre... On va en parler encore tantôt, mais je veux dire, moi, j'étais vraiment impressionnée par ton livre. Mais pour raconter mon histoire, moi, en fait, j'allais super bien dans la vie. Oui, c'était en pandémie. Hein? C'était en pandémie. Toi, t'avais envie de voir du monde. Ah, ben oui. Je trouvais ça vraiment très drôle. J'avais envie de voir du monde. Moi, j'aime ça, parler à des gens. Avant qu'on commence ce podcast-là, je pense qu'on aurait passé 4h30 juste à jaser. Moi, j'aime ça, jaser avec une plante verte. Je suis capable de... Sérieusement, j'aime ça, les humains. J'adore les humains. En pandémie, on m'a enlevé mes humains. Alors, je suis futée et je suis une fille d'action. Quels sont les humains qu'on avait le droit de voir? Oui. Nos médecins et nos thérapeute. Oui, alors, je m'en suis donné à cœur joie. J'ai refait mes orthèses, une plaque occlusale. J'avais pas besoin de lunettes. Mes dents étaient propres. J'ai passé à travers tous mes rendez-vous, mais au complet. Et ça, jusqu'à temps que je me rende chez ma gynécologue. Et c'est là qui, tout bonnement, sur le bord de ma porte, avant de quitter, elle me pose une question. Puis à part ça, comment ça va?
Et là, je me tâte l'épaule, tu sais, en disant, mais comment je peux bien t'expliquer? J'ai 2 enfants lâchés lousses dans ma maison, OK? En pandémie, je fais des appels conférences sans arrêt au bureau dans un garde-robe. J'ai un petit stress. Tout va super bien. Et je sais pas pourquoi elle a eu le flash, puis elle dit, mais je t'ai jamais examiné les seins. As-tu 2 minutes? Et moi, Elle l'avait jamais fait au préalable? C'était la première? Jamais. OK. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis même, c'est ça, c'était pas une habitude auprès de mon médecin de famille. Jamais, T'avais jamais. pas mal? T'avais pas... Aucunement. Moi, j'étais en pas de super bosse, forme. pas rien. Pas de bosse, absolument rien. Puis je me dis, ben, coudonc, je vais passer encore un petit 5 minutes avec. Genre, un autre 5 minutes à Bon, jaser. Non, je niaise, mais quand même. Et là, elle me tâte, puis bon, bien sûr, elle me dit, j'ai des seins denses, fibrokystiques, mais bon, elle dit, t'aimes ça te promener? Je dis, ben oui, j'aime ça te promener. Je vais t'envoyer voir quelqu'un Je vais d'autre. t'envoyer voir quelqu'un d'autre. Va faire une mammo-écho. Puis ça, là-dessus, je fais super attention quand j'en parle parce que je reconnais que c'est vraiment pas tout le monde qui a accès à ça. Non. Puis je l'ai entendu, il y en a qui n'ont pas cette facilité-là Oui. que tu as eue, finalement. Ben, moi, je l'ai eue. Puis tu as été chanceuse, à quelque part. Non, mais puis puis en fin de compte, pourquoi... on remercie la vie. On remercie... À quelque part, ben là, oui. je dis, mais c'est... On remercie la vie, mais ça reste que c'est pas une médecin dans le... Elle n'est pas au privé, elle est au public. Elle a juste... C'est quelqu'un qui croit à la prévention, en fait. Elle a eu la décence ou l'éclair de dire « je vais t'envoyer ». Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est pas un passe-droit que tu as eu. Ben non, absolument on s'entend, là. C'est vraiment ton médecin qui a fait comme... Oui. Allons voir un petit peu plus loin. Absolument. Puis elle a dit, ben tu vas avoir un marqueur parce qu'ils sont vraiment très denses. Puis oui, ils sont fibrokystiques. Puis tu vas avoir un marqueur comme ça quand tu vas rentrer dans le programme, ben tu auras déjà un barème de référence et tout ça. Et tu sais, le programme au Québec, c'est 50 ans, mais dans d'autres provinces ou aux États-Unis, on parle de 40 ans aussi. Bon, là. on essaie de le descendre. Là, on présentement, j'ai vu une pétition passer, puis on aimerait ça l'avoir à 40 ans. On le souhaite Et tous. je le souhaite. On le souhaite tous. Oui. Mais même si c'est à 40 ans, moi, j'en avais 38 à l'époque, donc j'étais en dessous. Puis pas plus que hier, j'accompagne toujours un papa d'une jeune fille de 20 ans qui se bat, en fait, qui s'est battu pour avoir accès à une mammo-écho. Puis par le fait, puis par le temps, en fait, qu'elle réussisse à l'avoir, elle était rendue stade 4. Ah, mon Dieu. 20 ans. Fait que je comprends que des étoiles étaient très alignées dans mon cas, c'est-à-dire qu'elle a eu cet instinct-là, de m'envoyer passer une mammo-écho sans nécessairement avoir une douleur ou une masse ou un signe visuel, comme on a traditionnellement le réflexe d'associer. Et moi, bien sûr, aussi, juste pour en rajouter, j'avais pas d'antécédent familial ou quelque chose comme ça qui pourrait justifier le fait qu'elle m'envoie à 38 ans faire ça, entre guillemets, pour le fun. Oui, puis ça existe parce que moi-même, ma gynécologue, oui. à 40 ans, moi, elle m'a envoyé faire une mammo, puis, tu sais, étant dans le domaine, je vais as-tu vu quelque chose? Elle dit non. Elle dit, moi, je préfère avoir une imagerie en prévention de. Elle dit, tu as 40 ans, c'est un âge où il y en a de plus en plus. Ouais. Moi, je fonctionne comme ça. Et je la remercie parce que, bon, j'ai pas d'antécédents, j'ai pas rien. Mais si un jour quelque chose arrive, je sais qu'elle a un parallèle. Elle a de la documentation dans mon dossier. Oui. Chose que j'ai souvent entendu des femmes de mon âge qui l'ont demandé parce qu'elles étaient inquiètes de quoi que ce soit et qui se sont fait répondre. T'es trop jeune, attends 50 ans. Mais non, mais ça n'a aucun bon sens. Mais oui, en toute transparence, puis moi, j'aime ça comme dire la vérité, c'est ce qui s'est exactement passé. Puis c'est chance. Correct. Puis une chance. Parce que peut-être que ça a été plus loin, ton stade a été plus... Ben oui, clairement, parce qu'en fait, l'histoire fait que quelques jours plus tard, j'ai eu la chance d'avoir une écho et une mammo. Et à l'échographie, du côté gauche, il passe la petite machine, puis il voit absolument rien, parce que sur le papier, il était marqué côté gauche, parce que c'était ça qu'il fallait qu'elle justifie, parce que malheureusement, il faut qu'elle sente le besoin de le justifier. Ouais. Hein? On s'entend? Ouais. Et après ça, envoyer normalement à quelqu'un. Exact. Donc là, le médecin me dit, je vais aller vérifier la même chose du côté droit. Et là, tout son corps, là, le non-verbal, vous le voyez beaucoup. Non, mais s'il n'était pas inquiet, il ne l'avait pas dit à sa face. Okay? Non, sa face ne disait pas la même affaire. Sa face ne disait pas la même affaire. Puis là, la seule chose qu'il répétait en boucle, c'est « il va falloir d'autres clichés, il va falloir d'autres clichés, il va falloir d'autres clichés ». Oui, mais je comprends, mais d'autres clichés, pourquoi? OK? Et là, c'est là où j'ai commencé ma série de séquestration, où j'ai tenté de séquestrer, mais malheureusement, j'ai pas gagné nécessairement, tu sais. Et après d'autres clichés, il est revenu avec le CD, en me tendant le CD, en me disant « vous êtes jeune, vous allez vous en sortir ». C'est la seule chose qu'il m'a dit. On était vendredi soir à 11h30 le matin.
moyen. Donc, Oui. c'est là où est-ce que j'ai compris, en fait, que pour être en mesure de passer à travers ma fin de semaine, il fallait que je prenne action. Puis comment je peux prendre action? Qu'est-ce qui était contrôlable? C'était de garder ce CD-là. Donc, au même titre là, que j'aurais pu juste laisser ça aller puis dire, ben c'est pas grave, ils vont me rappeler. Bien, j'ai déjà eu mon premier réflexe qui vraiment a déjà là, le 20 novembre, dicté la suite de mon parcours. J'ai gardé ce CD-là. Je savais pas plus qu'est-ce que j'allais faire avec. Hein? J'avais aucune idée. Mais je sentais qu'il fallait que je garde le contrôle. Ben oui. Et que j'allais trouver une solution qui, en fait, pour laquelle j'avais un certain contrôle, ou du moins que j'allais décider où j'allais le déposer, que j'allais pas retourner passive chez nous, attendre que quelqu'un m'appelle. OK? Ça, c'était hyper important. Et bien, j'ai commencé à appeler toutes les femmes que je connaissais qui avaient passé à travers ce parcours-là avant. Donc, c'est là où Des amis, hein? Ah, juste des amis. Des amis, des anciennes collègues de travail. Vraiment, des gens que ça faisait des années même que je n'avais pas discuté ou je n'avais pas parlé. Mais ce que j'ai trouvé magique, puis je trouve ça beau, puis j'aime ça en parler de ça, c'est que peu importe leur statut, s'ils sont présidents d'une multinationale, peu importe, même si ça faisait des années que je n'en avais pas parlé, moindrement, j'ai écrit en disant « Je sors d'une mammographie, j'aimerais ça te parler ». La connexion, ça s'est fait tout de suite. Ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché. Donc là, j'ai tenté tant bien que mal de me diriger, puis bon, finalement, j'ai réussi à trouver là, dans un hôpital une possibilité d'avoir une biopsie. Et quelques jours plus tard, en effet, on me confirmait ce diagnostic-là. Et lorsqu'on m'a confirmé ce diagnostic-là, qui, je le répète, a été découvert de façon fortuite, sans aucune bosse et tout ça, vraiment, j'avais une tumeur agressive cachée derrière mon mamelon, donc impalpable, là. Impalpable, là. Elle était dissimulée, là. Dissimulée, mais tellement! Et on m'a dressé une liste incommensurable d'effets secondaires, mais sans nécessairement me porter des solutions à cette dite chose. Mm-hmm. Puis, il y a d'ailleurs un effet secondaire qui, pour moi, était hyper important, c'est celui de la perte de cheveux. Puis déjà là, lorsque j'ai posé la question, on m'a répondu, mais non, on a trouvé des solutions pour beaucoup de choses, mais pas pour la perte de cheveux, tu sais. Puis moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, ça se peut pas, là. On est capable d'envoyer des gens sur la Lune, on peut greffer des visages, mais il n'y a pas un humain qui a pensé à trouver une solution pour la perte des cheveux. Ouais. Puis, mes réflexes de curiosité, mes réflexes, tu sais, d'entrepreneur et tout ça sont rentrés. Puis c'est à ce moment-là que je me dis que s'il y a des solutions à quelque part dans le monde, j'allais les trouver. Parce que tu as eu chimio-radio. Oui. Chirurgie, chimio-radio? Oui. Chirurgie, okay. Chimio, radio. OK. Puis après ça, ben j'ai continué avec du nératinib pendant 1 an, là, qui est un anti-HR qu'on a rajouté, mais par voie orale. Une hormonothérapie? Non, pas d'hormonothérapie. Pas d'hormonothérapie. Non, j'ai eu, entre guillemets, la chance de ne pas, puis je dis bien entre guillemets, là, parce que oui. c'est un outil de plus, là, de ne pas avoir d'hormonothérapie. Oui, parce que c'est quand même, on va se le dire, c'est quand même, entre guillemets, une chance quand on n'a pas les hormonos. Bien, c'est pour ça. À prendre pendant 7 à 10 ans, là, exactement. qui cause des effets secondaires. Puis ça, je la reconnais beaucoup, cette chance-là aussi. Tu sais, en même temps, j'aurais pu dire, ben c'est une arme de moins, puis et compagnie. Mais oui, j'ai tout l'arsenal avec les 33 jours de radiothérapie aussi. Fait que non, j'ai quand même eu cette totale-là. Mais ce que je trouve important, c'est que le 4 décembre, quand j'ai eu ce diagnostic-là, en fait, j'avais absolument pas l'intention d'écrire un livre. Au contraire, OK? Oh my God, non. C'était pas dans tes plans. Non, c'était pas tout dans mes plans. Absolument pas. Mais j'ai pris une posture. Puis ça, c'est intéressant. Tu sais, j'ai pris une posture, en fait, j'ai décidé, en fait, de m'auto-proclamer PDG de ma santé. Ça, c'était vraiment rien de moi. C'était de ton côté, c'était grâce à toi, bien pas grâce à toi, mais dans le sens que tu prenais en charge ta santé, mais pas juste ta santé, c'est comme tout ce qui vient alentour avec. Tout ce qui vient alentour. Parce qu'on s'entend que ta santé à toi, ça a une santé qui va se répercuter sur ta famille, sur ton conjoint. Fait sur que les enfants, sur tout le monde. Exact. Fait que moi, j'ai décidé de reprendre ce pouvoir d'agir-là, en fait, parce que je me suis dit, tu sais, en me disant, attends, là, c'est des solutions, je vais les trouver. Donc, j'ai repris ce pouvoir d'agir-là. J'ai même été jusqu'à décider, dans ma tête, de changer le mot « patient » pour « participant ». Oui, je trouve ça bien. Ça, c'est important. De participer à l'élaboration de plein de choses. Plein de choses. Pas juste l'élaboration, mais tu as implanté peut-être certaines choses au moins dans la tête ou dans le... Ben, écoute. Tu as été précurseur, tu as semé une graine dans... Mais je l'ai fait pour moi. Oui. C'est ça qui est génial. Parce puis après ça a eu des répercussions partout ailleurs que tu t'attendais pas. Je m'attendais clairement pas. Non. Mais moi, là, à ce moment-là, le 4 décembre, justement, je me dis, mais comment tous mes acquis professionnels, je suis en mesure, à la limite, de gérer ça comme un projet, tu sais?
Puis c'est vrai que pour moi, c'était salvateur. C'était une façon de reprendre un certain contrôle sur une situation où on n'a pas de contrôle. Hein? Donc, on n'a pas de contrôle d'agenda, on n'a pas de contrôle sur la finalité, on n'a pas de contrôle sur le processus aussi, sur les réactions et tout ça. Donc, pour moi, de me créer toute cette espèce de posture, de me dire, bien ça, c'est un nouveau projet. Donc, je suis PDG de ma santé. Et qu'est-ce qu'un PDG fait dans une entreprise? Se bâtit le meilleur des conseils d'administration possible, puis un comité aviseur et tout ça. Fait que j'ai refait la même affaire. J'ai vraiment, je m'ai bâti dans ma tête un conseil d'administration. Puis c'était qui dans mon conseil d'administration? Ça devait te changer un peu les idées aussi, le fait de focusser sur plein d'autres choses qu'un sujet en particulier. Mais oui, mais pour justement bâtir ce conseil d'administration-là, bien sûr, j'ai mis mes médecins traitants là, c'est sûr, mais il restait beaucoup d'autres places, hein? Puis qu'est-ce qui fait qu'un conseil d'administration est fort et riche? C'est la diversité, la complémentarité. Donc, c'est là où est-ce que je me suis dit, quand j'ai pris chacun de ces effets secondaires-là, entre autres, comment j'étais en mesure de trouver des solutions puis trouver les meilleurs praticiens qui étaient en mesure de m'outiller pour pouvoir t'aider à... Oui, absolument. T'informer sur chaque type de... Oui, puis chaque affaire. Puis il y a un livre qui m'a vraiment beaucoup aidée, là, au départ, dans cette quête-là de bâtissage de conseil d'administration, entre autres. Là. Je ne sais pas si tu as lu le livre « Rémission radicale » de Kelly A. Turner. Je conseille aux gens de lire ce livre-là. Je l'ai beaucoup aimé. Puis la suite, ça s'appelle « Espoir radical » qui est sorti en 2022. Ces deux ouvrages-là sont super. Moi, j'ai commencé par le premier. Qui traite sur... C'est super intéressant. Elle, en fait, c'est une chercheure américaine, donc une PhD, qui a décidé de changer de posture, de changer de lunettes. Donc, elle s'est dit, on étudie beaucoup les cas qui vont pas bien, mais pourquoi qu'on n'étudie pas les cas qui vont bien? Qui ont eu des beaux résultats. Des beaux résultats, absolument. On a des belles choses à dire, pour redonner de l'espoir. Ben oui, en fait, qui ont vraiment... déjouer les pronostics sans aucune attente, en fait. Parce qu'il y en a. Il y en a plein. On en parle moins. On n'en parle pas. Donc là, elle s'est dit, je vais trouver. Puis elle n'a pas, tu sais, des études, là, il faut quand même beaucoup de gens. Donc elle a pris 1000 personnes, elle a étudié 1000 cas de rémission radicale pour voir, en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font en commun? Il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Ben oui. Donc là, elle a été vraiment chercher tout ce que ces gens-là font en commun. Puis il n'y a pas de recette miracle. Hein? Pensez pas qu'en lisant ce livre-là, on va penser qu'en mangeant telle affaire ou en faisant telle chose. Ben non, il n'y en a pas. Chaque cas est différent. Il n'y en a pas du tout. Mais elle a établi des grands piliers qui, parallèlement, sont pas mal des piliers de la santé intégrative, hein? Tu sais, quand on commence à vraiment à lire sur la santé intégrative, on parle de sport, d'alimentation, de relations saines. Donc, ces grands piliers-là. Et comme elle, c'est une scientifique, le livre est super documenté et très factuel. Donc, on n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans la fleur bleue, on n'est pas dans le récit personnel. On est vraiment dans quelque chose qui est documenté, très journalistique. Puis ça me plaisait beaucoup parce que c'est beaucoup ma tonalité exécutive personnelle. Ça te rejoignait en tant que personne. Donc, en fait, j'ai une personne qui est très organisée, qui aime la documentation. Exactement. Fait que moi, j'ai pris, en fait, ma vraie bougie d'allumage, ça a été ce livre-là. Puis c'est pour ça que je pense que des livres peuvent changer des vies. Moi, j'en suis convaincue que des livres, tu sais, comme le tien, il donne espoir. Quand tu lis ton livre, il donne espoir. Tu as envie de le lire parce que tu sens cette sororité-là. Tu sens que tu n'es pas toute seule. Et moi, ce livre-là, en fait, j'ai senti que j'étais capable de faire ma propre route et d'être en mesure de faire des changements qui me sont propres. De faire la différence dans la vie des gens. Oui, en effet. Mais ce livre-là, c'était plus de faire la différence dans ma vie parce que moi, j'avais pas envie de vivre, hein? Zéro. Oh non? Moi, en fait, c'est pas vrai, excuse-moi, j'avais pas envie de survivre. OK. Non. J'ai pas envie de vivre, mon Dieu, j'ai pas lu ça dans ton livre. T'es tellement une fille très positive. Je dis n'importe quoi. Non, mais j'avais pas envie de survivre, là. Moi, ça m'énerve, là. Je suis survivante du cancer. Sérieusement, là. Non. Moi, ça m'énerve, là. J'avais pas envie de survivre. Moi, j'avais envie de vivre. Puis de bien vivre. Puis de passer à travers ce parcours-là avec le moins d'effets secondaires, puis moins d'effets résiduels à long terme, mais aussi à court terme puis à moyen terme, là. Non, moi, je voulais vivre, puis bien vivre et pas survivre. Puis c'est pour ça que je trouvais qu'en fait, dans ce livre-là, m'a donné vraiment ces espèces de buckets-là. Puis là, c'est comme une chasse au trésor. Moi, je passais des nuits à lire des études, là.
Mais des nuits, là... Puis j'en viens à ça, tu sais, en tant qu'auteur, puis on va se le dire, écrire un livre... C'est de la job. C'est de la job. les gens pensent... Faut pas penser qu'on écrit, puis que, bon, on va voir une maison d'édition, ils le publient et non, c'est non, fait. Non. C'est un processus fastidieux, puis moi, pour l'avoir vécu 2 fois plutôt qu'une chance, moi, j'ai coécrit mon livre. Oui. Il y a de la recherche. Il y a de la correction. Il y a des interrogations. Tu as des gens allés comme... Dans ton cas, là, toi, tu es allé chercher... Tantôt, tu disais au-dessus de 100 spécialistes. Oui, 107 pour être exact. J'ai arrêté de les nommer à 100, là, mais il y en a 107 pour être exact. Oui, moi, ça, je lisais ton livre, là, puis je me disais... comment qu'elle a fait pour tout aller chercher ces informations-là? Mais c'est surtout, moi, je voulais savoir... parce qu'il y a le processus de révision, le processus le plus plate, là. Puis moi, j'ai eu 7 rondes de révision. Ça veut dire que 7 fois, je lisais 634 pages au peigne fin. 7 fois. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Oui, il y a du stock. Cette période-là de révision, puis des fois, je ne sais pas, toi, si ça s'est passé comme ça, mais des fois, moi, les réviseurs changeaient parce qu'il y avait, tu sais, dans le jargon médical, il y a des anglicismes, TEPSCAN, tu sais, que les gens, c'est ça qu'ils comprennent. Que de le mettre en français, ça veut rien leur dire. Fait que moi, des fois, je m'obstinais pour dire non, laisse ça là, parce que les gens qui vont lire, ils ne sauront pas, là, c'est quoi ce type de mot-là. Donc, ça a été beaucoup du challenge pour nous. Fait que c'est la période. Fait que, tu sais, quand on écrit un livre, c'est vraiment fastidieux. Moi, je voulais savoir, tantôt, tu disais le 4 décembre, c'était pas dans ton but d'écrire un livre. Quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu as dit « je vais écrire un livre ». Puis moi, je voulais savoir, du moment que tu as commencé à écrire ta première ligne, au lancement, ça t'a pris combien de temps? Ah oui, ça Écoute, c'est épais, là, comme livre. 634 pages, oui. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien, en fait, il n'y a pas nécessairement une bougie d'allumage, outre que j'aime toujours, en fait, me rappeler un courriel que j'ai envoyé à mon amie Isabelle. J'ai écrit, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai ce diagnostic-là, puis je ne le saurais jamais. Sérieusement, je ne saurais jamais le pourquoi. Mais la seule chose que je sais, c'est que je vais faire quelque chose avec. Je vais le transformer en cadeau. C'est comme ça que je l'ai nommé. Puis j'ai même dit, parce que moi, j'ai déjà le premier livre, j'ai dit, puis j'avais dit à la blague, puis ça, j'ai le courriel, en fait. Encore, la preuve écrite. Puis j'ai même dit à la blague, je vais l'appeler « Un cancer en cadeau ». On va en parler. Oui! T'as dû te le faire dire. Oui. Là, les petites madames qui chialent, là, restez à l'écoute. Oui, c'est ça. On va en parler. On va en parler. Vous allez tout comprendre. Oui. C'est là où l'expression ne pas juger un livre par la couverture. Exact. C'est ça. Puis c'est correct. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais des cartables que j'appelais cartables guérison, OK? Pas maladie, parce qu'encore là, je parle de posture mentale. Tout le temps. Et moi, j'allais jusqu'à envoyer des ordres du jour à mes infirmières pivots, là. Ah oui? OK? Ça donne une idée, là. Ça devait être très insolite pour elle, là. Ça devait être nouveau pour elle. Dans certains cas, oui, mais ce que je me rends compte, en fait, de plus en plus, c'est que lorsque les cliniciens voient que le patient est engagé, curieux, OK, qui arrive avec des questions et pas des réponses. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai un chapitre, en fait, qui n'est que des questions. Puis c'est pas moi qui les ai inventées, ces questions-là. Hein? Je les ai travaillées. Oui, c'est sûr que j'ai écrit tout le premier jet, mais après ça, j'ai été validée avec un homme et une femme du Centre d'excellence en partenariat patient, OK, pour s'assurer que ce qu'il y a dedans, c'est conforme, puis que j'en ai pas oublié une, mettons, aussi, et tout ça. Donc, moi, j'invite les gens à arriver avec leurs questions, en fait, et non les réponses, entre autres. Bref, j'avais cumulé une multitude de recherches. J'avais essayé plein d'affaires, ne serait-ce que pour moi, en fait, pour essayer de, moi, combler tous les symptômes que je ne voulais pas avoir et ceux qui peut-être commençaient, peu importe. Tu allais chercher tes propres réponses pour toi-même à la base. Puis moi, je suis une super curieuse qui a ce désir de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Fait que moi, je me limitais pas à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient sur l'île de Montréal ou à Québec, là. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Belgique, qu'est-ce qui se passe au MD Anderson Center à Houston, au Texas, qui est un des plus grands hôpitaux universitaires en oncologie. Qu'est-ce qui se passe au Sloan à New York? Donc, j'ai été creuser tout ça, puis je me dis, mais ça se peut pas. Puis s'il y a bien une folle qui a,
l'énergie pour le faire. 2. Mais tu avais le temps, tu es en pandémie aussi. Ben oui, tu avais le temps. Oui, mais j'avais quand même des entreprises, puis je veux dire, j'avais 2 enfants, Okay, je veux dire, ben oui, juste, non. Il n'y avait pas d'arrêt de travail. Ben, mais j'étais pas à regarder le plafond loin de là, tu sais, il y avait quand même la vie qui continuait et tout ça. Tout est un choix, hein. Moi, ça aurait été beaucoup plus facile d'être à Puerto Banana, puis d'être en congé, puis de dire, ben la société s'arrangera après moi, tu sais, c'est vraiment, vraiment ça. Mais, justement, j'avais cumulé tellement d'informations que j'ai eu envie de le mettre un peu au service des gens. En fait, beaucoup au service des gens. Aussi, j'arrêtais pas de me faire contacter par des proches. Puis là, à chaque fois, c'était rebelote, passer des heures et des heures à tout reprendre. Je me dis, non, il faut faire quelque chose. Au même titre que j'ai créé le premier site de référence pour parents voyageurs en 2016 parce que, justement, ça répondait aussi à un besoin d'éviter de répéter. Puis ça, c'est quand même particulier parce que moi, j'ai gardé mon histoire confidentielle pendant 11 mois aussi. Hein? Donc, ça, j'en ai pas parlé publiquement. Puis ça devait être difficile quand même. Oui. Je veux pas... Oui, quand même. Parce que tu es à la recherche d'informations, tu vis des choses. Oui. Mais tu avais quand même ton cercle. J'avais un cercle très, très près. Parce que tu as besoin quand même Oui, mais tu sais, j'ai quand même une image publique avec Bébé Jetlag, qui est le site de référence des parents voyageurs. Tu sais, professionnellement aussi, je suis beaucoup dans le milieu des affaires. Il y a quand même, j'ai quand même un bon réseau de contacts et tout ça. C'est sûr que la pandémie m'a beaucoup aidée parce que j'avais pas besoin de justifier que j'en allais pas en voyage. J'avais pas besoin de justifier que je m'en allais pas à tel cocktail ou à telle soirée d'ouverture. Il y en avait juste pas. Il n'y en avait juste pas. Mais j'ai gardé justement ce diagnostic confidentiel pendant 11 mois parce que je savais que, en fait, je sentais le besoin de garder mes énergies pour moi. Puis j'avais assez de mes peurs que je n'avais pas besoin des peurs des autres, entre autres. OK? Fait que ça, c'était vraiment ma rationnelle. Qui est très différente d'une personne à l'autre. Bien, il y en a d'autres qu'au contraire ont besoin de l'annoncer et d'avoir le soutien aussi du plus grand nombre. Chaque méthode est bonne. Il n'y en a pas un ou l'autre. Non, on choisit vraiment. C'est très personnel à chacun. Mais toi, tu avais besoin de le garder pour moi, toi. c'était viscéral. Puis en fait, c'était contre persona parce que... Tu voulais te protéger à quelque part. Totalement. Je voulais me protéger. C'est un bouclier que tu t'es fait. Ah oui. Puis grâce, entre autres, justement, à cette technique du casse réfrigérant, parce que moi, j'ai gardé aussi 100% de mes cheveux. Donc, physiquement, je n'ai pas changé. Donc, ça aussi, ça a été bien. Parce que... Tu n'as pas eu le stigmate de c'est une personne malade. Exact. Donc, moi, je continuais à les reconduire mes enfants à l'école. Je n'avais pas les parents ou la professeure, elle le savait, là, mais les enseignantes de mes enfants le savaient, mais j'avais pas besoin de me justifier à la caissière de l'épicerie ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pu garder ça pour moi. Donc, quand je l'ai annoncé, en fait, je me suis dit, je vais l'annoncer, en fait, de façon coordonnée. Moi, je suis une fille de communication, donc j'ai... Organisée de cette façon-là. Oui, de cette façon. Mais j'arrive à ta réponse. Oui. Mais tout ça, ça met en... Non, donc, c'est quand même ça super intéressant. Donc, j'ai annoncé dans le magazine Clin d'œil, dans le fond. Donc, rien de moins. Donc, la dernière... Non, dans le fond, le magazine Clin d'œil de 2021. En effet. Pourquoi je l'ai annoncé dans ce magazine-là? Est-ce que c'est en même temps que le numéro rose? Oui, exact. C'est dans le numéro rose. Au mois d'octobre. Ouais. Donc, mes amis, justement, dans les médias, savaient que je passais à travers ce parcours-là parce que, comme je vous dis, je ne l'ai pas dit publiquement, mais ça reste que j'avais quand même un cercle de personnes très serré. Et ils m'ont approché justement pour que je puisse raconter mon histoire. Et je me suis dit, je vais créer un site qui va héberger aussi la suite de l'histoire et des ressources complémentaires qui vont m'inviter de répéter toujours à chaque fois la même affaire. Et c'est comme ça que j'ai créé uncancerencado.com. Okay. L'idée du livre était là, mais il n'était pas encore totalement germé. Puis ça reste que dans la vie, à un moment donné, j'ai recommencé aussi à travailler à temps plein parce que j'ai cofondé La Ruche, qui était, qui est toujours un organisme de développement économique, une plateforme de financement participatif au service des entrepreneurs d'ici. Ça, j'ai fait ça en 2016 quand je suis sortie du milieu performant des télécommunications. Oui. Donc, à la fin de l'été, j'ai recommencé justement à travailler aussi. Donc, j'ai commencé concrètement à écrire les premières pages du manuscrit. C'est lorsque j'ai quitté au Costa Rica. Donc, ça, c'était au mois d'avril, il y a 2 ans. Donc, avril, ça, je suis partie. Oui, j'ai vu un certain... Ça se peut-tu? Sur YouTube, oui. Tu as eu une entrevue avec quelqu'un, puis tu étais au Costa Rica. Ah, c'est avec Jacinthe René. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la 2e fois, oui. Une entrevue, oui. Au lancement du livre, justement, de la 2e année, dans le fond. Oui, parce que le Costa Rica, c'est un peu comme mon chalet. J'y retourne d'ailleurs le mois prochain. J'ai vraiment la chance d'avoir beaucoup d'amis qui habitent là. Donc, pour moi, ça facilite. Mais cette fois-ci, au mois d'avril 2022,
j'ai quitté seule pendant 10 jours au Costa Rica. J'ai loué une maison toute seule et là, j'ai fait que l'écriture. Donc, le chapitre 1 du livre, quand vous le lisez, bien, vous avez une petite vibe. Si vous concentrez très bien, vous allez pouvoir entendre le son des singes derrière. Non, c'est pas vrai. On va s'imprégner. Non. Mais en fait, la section 1, c'est vraiment mon histoire. Donc, c'est ce que je raconte vraiment. Ça en se lit comme un... en fait. Oui, en prémisse. Parce que ton livre parle de ça. Fait que ben oui. Puis, ça se lit comme un roman, en fait, puis je meurs pas à la fin. C'est vraiment... Il y a de l'intrigue, ça se lit comme un roman. Ben, en fait, la première partie... Ouais. Oui. Parce que la deuxième partie, ça peut être lu de façon très déconstruite. Oui, tout à fait. Mais là, je parle vraiment que de la section 1 que j'ai écrit au Costa Rica. Et là, j'avais pas fini d'écrire mon premier jet, loin de là, et j'ai appelé mon conjoint de l'époque, le père de mes enfants, et mes enfants en disant « Maman ne revient pas du Costa Rica. » Oh oui, la réaction. Il était content parce qu'il savait que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie d'être dans ce... Puis tu sais, l'écriture, en fait, c'est mettre des mots sur des mots, hein? Fait que, des mots, M-O-T-S, sur des M-A-U-X. Ouais. Fait que pour moi, c'était libérateur. J'étais dans la région de Ça. En fait, ceux qui veulent me suivre sur Instagram, en fait, d'un cancer en cadeau, mais je mets moins des choses de voyage là-dessus, mais vous pouvez plus me suivre sur bébé jetlag, donc bébé barre de soulignement jetlag. Vous allez voir, en fait, on va mettre les liens dans la barre d'infos. Ben oui, t'as bien raison. Et ça pour dire que je suis revenue justement au mois d'avril. Puis après ça, il y a comme un petit gap où j'ai moins avancé, dans le fond, mais j'ai commencé à me plonger plus dans la section 2, mai-juin. Mais la section 2 du livre, c'est... Des spécialistes beaucoup. Des conseils, c'est comprendre, en fait. Parce que la section 1, c'est apprendre. Donc, apprendre de mon histoire. Puis ce qui est intéressant dans la section 1, oui, ça se lit comme un roman, mais quand je parle de biopsie, là, ben je vais faire voir page 262, mettons. Puis là, à la page 262, oui, tu as Christophe Cloutier-Lambert, qui est docteur Cloutier-Lambert, qui va expliquer, qui est un spécialiste du sein, OK, vraiment, qui va expliquer, en fait, en quoi consiste une biopsie. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir? Les femmes ne le savent pas que ça fait clac. Hein? Le son. Le son, ils s'en rappellent. Hein? Ils en rappellent toutes les femmes s'en souviennent. Ouais. Mais personne ne le nomme. Ben moi, je le nomme. Puis je l'explique. Puis combien de femmes, je fais une parenthèse, maintenant, me parlent de ce passage du livre-là, puis qui disent « Hey, merci de l'avoir nommé. » Je l'expliquais à mon chum, puis là, je prends le livre, puis je fais comme « Tu vois, je n'étais pas folle. » Mais c'est ça. C'est vraiment, vraiment ça. Fait que la partie 1, c'est comme si j'étais une petite amie un patient partenaire qui t'accompagne et qui était ta sœur, ton frère de cancer, peu importe, là, qui t'accompagne dans cette aventure-là pour que tu te sentes moins seule. C'est vraiment, vraiment ça. Puis la partie 2, c'est comprendre. Parce que tu peux apprendre sans comprendre dans la vie, hein? Mais oui. pour prendre... Oui. Faut prendre le temps de comprendre. Oui, exactement. Mais pour prendre part à l'action, il faut que tu comprennes, hein? Ouais, fait que c'est là où est-ce que je vais vraiment décortiquer. Puis, c'est quoi la chimiothérapie? C'est quoi l'hormonothérapie? C'est quoi... en tout cas, bref, tous les processus traditionnels, c'est quoi les scans et tout ça, pour que lorsque ça t'arrive... Donc, c'est pour ça que tu as raison. Ça se lit en petits morceaux. Si tu n'as pas besoin d'hormonothérapie, tu ne lis pas le chapitre d'hormonothérapie. Et là, tu prends ce qui t'appartient. Tu prends ce qui t'appartient, en effet. Puis, si t'es curieux, tu lis tout. Mais je veux dire, t'es pas du tout obligé. Mais tu as un chapitre, justement, sur pas tous égaux aussi contre le cancer. Un chapitre aussi sur des médecins qui osent penser différemment. Des médecins d'ici, là, vraiment d'ici, qui osent penser différemment, que je mets en lumière. Et ça, en fait, cette partie-là, c'est là qui m'a un petit peu plus... qui a été un peu plus surprenante à écrire. Parce que à chaque fois que je contactais un spécialiste de la santé, puis là, on parle quand même des plus grands, là, des noms qu'on connaît vraiment beaucoup au Québec et tout ça, à chaque fois, il embarquait en un courriel. C'était comme, oui, c'est un besoin, ça va me faire plaisir. Il était conscient. Oui, en effet, il était conscient aussi qu'ils ne peuvent pas répéter à chaque fois les mêmes choses. Ben, c'est une façon de faire distribuer leur voix. En fait, à place de le répéter 100 000 fois, c'est écrit une fois, puis ils rejoignent 100 000 personnes. Exact. Mais c'est tellement ça. Puis c'est exactement ça. Puis je le vois que ça fonctionne. Il y a une médecin, en fait, une radio-onco de Maisonneuve-Rosemont qui m'a envoyé un courriel me disant qu'elle était capable de voir qui dans ses clients, dans ses patients, ou ses participantes. Oui, c'est ça. Qui dans ses participantes, on change, a lu le livre. Parce que leurs questions étaient plus précises et leur niveau d'anxiété avait descendu. Tu sais, d'avoir des questions plus précises, là, c'est ce qu'on appelle la médecine aussi personnalisée. C'est une consultation personnalisée. Aussi. Ben oui, en effet. Donc, c'est vraiment la rationnelle puis la démarche de la section 2. Donc, ce que je pensais, en fait, tu sais, au début, je me disais, je vais comme expliquer le tout en 2-3 pages par thématique. Et
Quand j'ai commencé à dire, faire des entrevues avec ces gens-là, mais je me dis, attends, il faut qu'on parle d'innovation. Puis là, il y avait de l'information tellement extraordinaire. Wow! C'était pas juste de comprendre les affaires de base, là. C'est aussi de mettre en lumière, en fait, leur vision, puis voir où est-ce que, en fait, qu'est-ce qui était disponible ou qu'est-ce qui va être disponible aussi. C'est super! Ce qui est moins médiatisé. Absolument. Peut-être tant que t'es pas dans le domaine. Là, malheureusement, tant que t'es pas dans l'univers de quelqu'un qui a un cancer du sein ou que tu l'as eu, c'est des informations que tu n'as pas nécessairement. Là. Mais je peux vous dire, des fois, je rigole avec le chapitre sur la génétique avec Dr Zaki El Afaf, le chef généticien du CHUM. Tu sais. J'ai mon conjoint qui m'entendait, en fait, le passer en entrevue pendant toute une après-midi de temps. Puis c'est un homme qui est généreux, qui est extraordinaire, puis il est passionné de génétique. Là. Mais moi, je ne suis pas généticienne, hein, quand même. Mais imaginez, là, s'il a passé 3 heures à me raconter, en fait, tout ce qu'on a besoin de savoir sur la génétique. Puis moi, après ça, j'ai dû prendre peut-être 2 jours à tout consolider, tout vulgariser. Oui, pour que ça soit compréhensible. Pour que ça soit compréhensible Monsieur, madame, tout le monde. Madame, tout le monde et tout ça, tu sais. Mais imaginez, il n'y a jamais le temps de faire ça avec aucune patiente. Ben non. Jamais. Non, on s'entend que quand on va à nos rendez-vous, oui. Ils ont des temps fixes, ils ne peuvent pas passer 2 heures avec chaque patiente. Là. Absolument. Fait que, puis, tu sais, mon livre est disponible aussi en livre audio, donc c'est pas juste un livre écrit. Donc, la personne qui va faire un test de génétique peut soit m'écouter ou me lire, puis là, OK, là, il comprend la base, il peut prendre des décisions éclairées, puis prendre part à l'action selon ce qui est juste pour elle. Exact. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, cette portion-là, j'ai vraiment commencé à l'écrire, c'est ça, début de l'été. Et là, ça a été comme, wow! Jusqu'à temps qu'on dépose le manuscrit début février. Il a été sous presse. Que ça te prend à peu près 1 an? Ah, non, moins que ça. 9 mois. Moi, j'ai dit que j'ai eu 3 bébés. Puis ça, c'est mon 3e bébé. OK, quand même, 9 mois pour 9 mois. Tout ça. C'est quand même beaucoup. Je suis curieuse, Sophie. Il y a une chose, quand que moi, j'étais en écriture de mes 2 livres, j'ai interviewé une centaine de personnes là, pour mes 2 livres, parce que moi, ils ont comme... Il y a autant la personne qui a eu le diagnostic que l'accompagnateur. Lors de nos entrevues, à moi et Karine, souvent... on voyait les femmes ou les accompagnateurs revivre les émotions de certains épisodes, la chimiothérapie. Même si ça faisait 2, 3, 4, 5 ans que c'était passé, les autres, tu sais, dans leur cerveau, là, ils avaient mis ça de côté et le fait de le raconter, ça faisait revivre et remonter des émotions. Toi, en écrivant ton histoire, est-ce que tu as eu des périodes où ce que ça t'a fait comme, OK, là, il faut que je prenne une pause parce que ça, je l'avais comme mis dans un tiroir dans mon cerveau. J'ai comme oublié. Puis là, forcément, tu écris un livre. Fait qu'il faut que tu te rappelles plus précisément certaines périodes. Est-ce que ça t'a fait cet effet-là, toi aussi? J'aime tellement ta question parce que c'est la première fois qu'on me la pose puis c'est la première fois que je peux en parler. Mais quand j'ai écrit la section 1 du livre, donc la section justement Apprendre, où je raconte mon histoire, c'était au Costa Rica, OK? Donc, à chaque matin, je me réveillais à 5 heures le matin. Vraiment. Là. Mais moi, mon père, c'était un marathonien, OK? Puis il se levait tôt. Quelqu'un, là, tu sais, on est très, comme dans l'armée, là, on est très, très rigoureux chez nous. On est capable, en fait, de toffer la résilience. Je l'ai appris très jeune et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je m'autodiscipline et je travaille vraiment beaucoup. Fait qu'à 5 heures du matin, quand je suis en écriture, je me réveille très, très tôt. Mais aux alentours de 4 heures, j'avais pas le choix d'aller juste dans la mer, qui était en flanc de montagne. Moi, j'habitais en flanc de montagne, donc il fallait quand même que je descende à la mer. J'avais besoin, justement, à chaque jour, d'enlever une couche, à tous les jours, une couche de ce que je venais d'écrire. Mais ça, c'était vraiment pas ce qui était le plus dur. Vraiment pas. J'ai sous-estimé la lecture du livre audio 1 an plus tard. OK. Oh my God! Ça a été pour moi... ceux qui veulent retourner sur mon compte Instagram ou le découvrir, le compte Instagram, allez juste voir, retrouver dans les dates, là, c'est en février, en fait, l'année passée, le février 2023. Allez voir la vignette où est-ce que je mets la lecture des remerciements de mon livre en accéléré. On voit mon visage se défaire. Puis par l'émotion. Partir à pleurer parce que c'était... Puis je me dis, c'est quoi, je vais la mettre en ligne, cette vidéo-là, quand même, parce qu'elle ne peut pas être plus vraie que ça. C'était la fin d'un marathon, juste, il y a 17 heures d'écoute en livre audio, là, fait qu'imagine toute la combien... consécration qui fait que... Ah oui. Tout tombe. Ah non, mais tout tombe, là, c'est sûr, puis j'ai juste la dernière
le dernier moment où j'ai enregistré le livre, là, j'ai eu une extinction de voix qui a duré 3 jours, comme si mon corps là, se disait, ben tu peux pas lâcher. Puis là, dès qu'on a vraiment fait, OK, coupé, le dernier coupé, tout est parti. Mais la fin de la lecture de la section 1 audio, là, à chaque soir, je revenais chez nous, là, puis tu voyais que ça venait vraiment chercher. Parce que je suis encore post-trauma, hein. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, souvent les gens font écoute, elle n'a pas perdu ses cheveux, elle n'est pas maganée, elle a l'air en santé, elle est super positive, elle mange des licornes. Hey, attendez les amis, là, moi j'ai vécu la même affaire que vous, là. Hein? Oui, puis on peut pas sous-estimer comment chaque personne le vive. Bien, chaque personne est unique. Exactement, chaque personne le vit différemment. Puis chaque processus est différent, chaque cheminement est différent. Puis il n'y a pas... Puis souvent que ce soit un stade 1, un stade 2, un stade 3, un stade 4, oui, le type de traitement va être différent, tout ça, mais la façon que la personne... C'est pas parce que tu as un stade 1 que c'est moins grave pour la personne que quelqu'un qui a un stade 3. Bien, il y a rien qui m'horripile le plus. Quand je croise quelqu'un qui dit, tu sais, qui se fait dire... c'est pas grave, c'est un petit cancer, t'as juste eu de la radio. Il n'y a pas de petit cancer, il y a un cancer, point. Ben oui! Mais je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou. Mais oui, le post-trauma, le scanxiety, tu sais, moi, j'ai toujours une épée de Damoclès sur la tête, même, tu sais, je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. Ça aussi, j'ai décidé de dire ça. J'ai décidé de dire ça versus dire que je suis en rémission. Mais je suis hyper lucide. Puis j'ai passé à travers ce parcours-là avec peu ou pas d'effets secondaires, pas parce que j'ai été chanceuse. Puis une chose que je trouve particulière, parce que moi, j'ai intégré, en fait, plein de soins complémentaires, en fait. Puis ça, c'est important de le nommer aussi, parce que quand on prend action, on est curieux, puis on est en mesure d'aller chercher justement ces soins-là. Puis une chose aussi qu'on se fait dire souvent, mais oui, ces soins-là coûtent cher. Entre autres, c'est vrai pour certains cas. Mais dans la partie 3 de mon livre, donc là, on arrive à la partie 3 de mon livre, ça met en lumière, en fait, 100 choses qui contribuent à notre bien-être, notre bonheur ou notre vitalité en complément des traitements ou des questions qu'on n'ose pas poser ou qu'on ne sait juste pas. Genre, saviez-vous que la chimiothérapie affecte la santé buccale? Bien, moi, j'ai été chercher une parodontiste et une dentiste qui sont venus nous l'expliquer dans le livre pour vous. Donc, ah oui, puis c'est génial. Ben voilà. C'est des sujets qu'on cils, ne pense pas. Mais oui, les cils et les sourcils, c'est esthétique. Mais j'ai été chercher Jessica Manzo, qui est une artiste maquilleuse spécialisée dans les effets, qui est spécialisée en oncologie, qui est venue justement expliquer dans le livre, via son expérience, en fait, des trucs, des astuces, ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas, en fait, ce qu'il ne faut pas faire non plus. On pense aux cheveux, quand on perd nos cheveux, bien, il y a tout ce qu'il faut savoir aussi avec la repousse et tout ça. Donc, j'ai été chercher ces spécialistes-là. Mais aussi, il y a vraiment des soins qui contribuent justement à diminuer notre stress, à augmenter notre vitalité. Puis ça, j'en ai fait, là. Je peux pas dire que j'ai tout essayé, hein. C'est pas vrai. Non, parce qu'en fait, c'est ce que je remarque dans ton livre, c'est que c'est beaucoup basé sur ton expérience personnelle, mais tu n'as pas tout, comment je pourrais dire ça, tu n'as pas eu tout ce qui est mentionné. Je veux dire, tu n'as pas passé par toutes les étapes qui est là. Non. Fait que tu passes autant, puis les gens qui vont lire vont voir, tu vas passer par des sujets aussi génériques que la chimiothérapie et radiothérapie, que les gens connaissent plus, que les soins alternatifs, la phytothérapie, le Reiki. Moi, je les appelle les soins complémentaires. Oui, complémentaires. Moi, soins alternatifs. Parce qu'alternatif, ça suggère que tu fais un choix. Mais tu fais pas un choix, c'est un et l'autre, et non ça un peut être complémentaire. ou l'autre. Tu as raison. Il faut que ça soit complémentaire parce qu'en fait, il y a 85% des hommes et des femmes qui se sentent pas à l'aise d'en parler à leur personnel soignant parce que justement, ils se sentent dans une obligation de faire un choix entre un parcours conventionnel et des soins complémentaires qui contribuent au bonheur. Puis au Québec, on est arriéré, on va le nommer. Nous sommes en retard. Parce qu'ailleurs dans le monde, il y a des praticiens, ne serait-ce qu'en France, des oncologues qui sont aussi acupuncteurs. Donc, quand tu viens à ton traitement, vraiment de ton suivi, en fait. C'est qu'on va faire un traitement d'acupuncture en même temps. Ou sur ta chaise de chimio, ou les soins énergétiques, entre autres, dans plus de 1000 hôpitaux américains. L'hypnose aussi en salle d'opération. Donc, c'est juste qu'ici, en fait, je dis souvent, l'innovation d'aujourd'hui va être le commun de demain. C'est juste que moi, mon appel, présentement, c'est à l'ouverture et au dialogue. Exactement. Et à la recherche d'informations validées. C'est super important. Puis c'est un peu ça comme la façon dont je l'explique. Parce que si on revient là, avant qu'on aille vers moi, je vais être super transparente avec toi.
on recule de là un an. Tu sais, bon, moi, c'est ma clientèle, les femmes qui ont cancer du sein. Puis que quand ton livre est sorti, puis que j'ai entendu le titre, j'ai eu comme, un cancer en cadeau. Là là, je dis, ça venait me chercher. Et j'avais, moi, des clientes qui me disaient, oh non, moi, juste par le titre, je ne lirai pas son livre. Fait que là, je me suis dit... Puis là, à ceux qui nous écoutent, j'ai eu un certain jugement, mais je pense que c'était plus une émotion que j'ai eue avec le titre. Mais je vous rassure, Sophie ne dit pas qu'un cancer est un cadeau, au contraire. Ben non, je l'explique dès le départ. Que c'est pas un cadeau. Puis moi, je l'ai vu plus comme le cadeau, puis je vais le verbaliser comme... La majorité de mes clientes vont me dire, c'est que le cancer, ce passage obligé-là, veux pas, leur a amené à travers ça un cadeau, des nouvelles amitiés profondes, des opportunités. J'ai certaines clientes qui sont devenues patientes partenaires. Ils se sentent impliqués, ils se sentent revivre. Puis j'en ai même que quand j'ai fait mes entrevues pour mon livre, ils m'ont dit, Geneviève, je ne regrette pas d'avoir eu mon cancer parce que ça m'a amené ailleurs et je suis une nouvelle version. Est-ce que j'ai aimé toutes les étapes? Non. Oh mon Dieu, que j'haïs ça. Oh mon Dieu, j'ai souffert, j'haïs ça. Exactement. Mais aujourd'hui, je suis une version 2.0. J'ai fait du ménage dans ma vie. Les personnes qui étaient toxiques pour moi, j'ai été capable de les tasser. Fait que le cadeau, en tant que tel, c'est ça. Bien, écoute, je t'aime d'amour. Je peux pas te le dire d'une autre façon parce que tu as mis exactement les mots sur mon intention. Ben, puis on le ressent. C'est mon sentiment. Je trouvais ça vraiment important de le dire parce que pour ceux qui hésitent à lire ton livre, arrêtez-vous pas au titre dans l'intégrale. Ben non, lisez juste la couverture arrière. Elle vous l'explique, la couverture arrière. Exact. Puis prenez la peine juste de lire ton histoire puis tu le mentionnes. Ah, mon Dieu, tellement souvent. Puis le cadeau n'est pas, faut pas prendre l'intégrale du titre. C'était ça mon message. Pour ceux qui l'ont pas lu encore. Non, puis pour moi, ce titre-là était important, en fait. Puis tu sais, je vais le répéter. Tu as dû savoir que ça ferait réagir. Oui, en fait, j'avoue que, tu sais, pour Ginette et Roger, qui m'envoyaient des courriels en disant « Le cancer n'est pas un cadeau », je suis comme « Attendez, les amis, faites juste lire. Ouvrez juste, prenez la peine d'ouvrir un livre. » Mais ça dénote aussi certaines fermetures d'esprit de gens, individus, puis je veux pas les juger. Mais en fait, si physiquement, tu fais juste ouvrir la couverture, tu le lis intégralement. Pour moi, un cancer, en fait, je le répète, ce n'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau pour moi, c'est pas un cadeau pour personne, c'est pas un cadeau pour n'importe qui accompagne quelqu'un qui l'aime ou qui même ne serait-ce qui décède de ça, je veux dire, parce que ça reste qu'il y a des finalités, hein. Mais au fil de cette aventure-là, on en tire tous des apprentissages, même les gens qui restent, en fait, après un décès. Puis moi, j'en ai plein d'amis en stade 4 aussi, là. Vraiment. Puis je considère qu'elles vivent à tous les jours, en fait, elles m'en parlent, qui sont capables de déceler des cadeaux malgré la finalité, entre autres. Fait que moi, en fait, ce que j'avais envie d'exprimer, c'est tout à fait ce que tu as dit. Pour moi, tu sais, le courage, c'est le cadeau de la peur. C'est vraiment ça dans la vie. Puis moi, j'ai plus peur parce que j'ai clairement eu peur. Hein? Oui, puis tu fais pas exception, c'est pas parce que tu as fait un livre que tu n'as pas eu peur. Pas en tout! Parce que, mais non! Ça paraît très rose, ben mais t'es un humain. Ben non, puis je le décris, je le décris. Écoute, je le dis que je suis une biche sur le bord de l'autoroute, là, aveuglée par les phares. Je l'ai vécu, j'ai vécu toutes les étapes et tout ça. Exact, l'anxiété, là. Ah, l'anxiété, mon Dieu! Puis c'est là où, justement, l'opportunité, le cadeau de l'anxiété, ça a été de me faire découvrir tout ce qui est musicothérapie, fréquence sonore, sonothérapie, méditation guidée, pleine conscience, parce que si j'avais pas eu ça dans mes oreilles, la nuit, là, ça aurait été tough en titi, hein? Le hamster, il roulait. Il est dur à arrêter. Entre autres. Donc, mais, tu sais, j'ai un chapitre qui s'appelle, ça peut pas être plus clair que ça, j'ai un chapitre qui s'appelle « Mes cadeaux ». Puis dans « Mes cadeaux », j'explique, entre autres, mes cadeaux. Puis, si on veut aller chercher un autre sens, mon diagnostic, je l'ai eu au mois de décembre. C'était mon cadeau de Noël. Tu sais, aussi, puis je l'explique ça aussi, que je veux dire, c'est au mois de décembre, puis là, j'arrêtais pas, en fait, ne serait-ce que dans ma famille, en disant genre, méchant beau cadeau de Noël. Mais ça, j'embarque pas là-dedans parce que c'est pas du tout l'essence du livre. L'essence du livre, c'est de se dire, justement, à travers l'adversité, il y a des opportunités qui, lorsqu'on sait naviguer, même si on connaît pas la tempête, ben on est capable d'y accéder, tu sais. Exact. C'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, tu sais, souvent, je vais avoir des clientes qui vont
moi, je les vois souvent en pré-op, oui, ils viennent d'avoir un oui. diagnostic, sont un peu perdus. Ouais. Ils ont des fois 2 sons de cloche de 2 spécialistes. Ils ont de la difficulté. Et de la façon que j'amène, puis je vais leur conseiller ton livre pour 2 choses. Je vais leur dire, bien, ça te permet d'avoir, c'est une bible d'information. Ouais. Puis je leur dis, tu peux lire le premier chapitre, puis après ça, soit tu as 2 façons de le lire. Tu peux le lire soit à travers tes traitements. Tu le lis avant d'avoir un certain traitement pour t'informer. Puis tu prends ce qui t'appartient. Total. Et en deuxième lieu, moi, ce que ça m'a, en tant que personne extérieure, parce que moi, je n'ai pas eu de cancer du sein, mais vu que tu baignes clairement là-dedans. Je baigne clairement là-dedans. Moi, j'ai vu ton livre comme une opportunité d'ouvrir la discussion avec leur personnel traitant. Mon Dieu, c'est tellement ça. C'est le livre en le lisant, c'est que, on va prendre un exemple, tantôt on parlait d'alimentation cétogène. Oui. Tu sais, on entend plein de choses, les femmes sont sur des groupes, des forums, mais c'est pas adapté à tout le monde. Ben, ça clairement dépend du dossier, ça dépend. Puis il faut comprendre l'effet Warburg, puis après ça, tu prends ta décision. Exact. Et ce n'est pas de l'alimentation cétogène, c'est adapté. Puis moi, ce que j'invite les gens, c'est d'aller consulter une naturopathe spécialisée en oncologie qui va vraiment faire un programme personnalisé et non aller dans ses recettes universelles. Mais ça pousse à ouvrir la discussion, de dire... J'ai lu telle chose. Est-ce que vous croyez que par rapport à mon dossier à moi, je pourrais, ou peu importe. Moi, je le vois vraiment comme ça. Tu sais, puis souvent, je leur dis à mes clientes, vous savez pas toujours quelles questions poser. Puis parce que, bon, on n'est pas rendu à cette étape-là, où, tu sais, c'est un monde totalement inconnu. Fait que ça reste que c'est un guide. Souvent, je dis comme une lecture de chevet, tu sais. Bien, tu le gardes pas loin. Pas loin. Puis la table des matières est ton outil numéro 1. Ah, ben oui, c'est facile de s'y référer, là. Oui, Tous les sujets sont tous clairement spécifiés, là. Puis tu sais, de lire une fois de temps en temps, là, ce petit point-là, il m'intéresse, puis d'y revenir quelques jours plus tard. Puis il y en a aussi qui l'achètent, qui lisent juste le début pour le lire comme un roman, puis finalement, ils le mettent sur la tablette, puis le temps est venu, ils vont le chercher. Ou il y en a que c'est le contraire, ils sont pas prêts à entendre l'histoire de quelqu'un d'autre, parce que ça aussi, ça arrive, hein? Exact. Ça aussi, ça arrive. Puis ils veulent se concentrer. Puis c'est correct. Puis ne pas lire le chapitre 1, si vous n'avez pas envie de lire mon histoire, vraiment pas, allez tout droit à l'essentiel, parce que peut-être que vous commencez à avoir des symptômes de lymphédème, puis que peut-être le chapitre, justement, avec Michel Haid, qui est un thérapeute qui est super spécialisé là-dedans, un des plus... une grande sommité, ou lire, je ne sais pas moi, sur l'hormonothérapie, parce que c'est important. La fertilité, avec Dr. Ponette, exactement, de congeler des ovules, c'est quoi? Puis, tu sais, toi, tu n'as pas vécu tout ça. Ben, zéro. Mais comment tu as été chercher tous ces sujets-là? Parce que là, tu en traites beaucoup, que je suis sûre que toi, c'était pas par rapport à ton cas à toi. Tellement. Fait que tu es allé... Mais moi, je me suis dit, OK, comment tu es allé chercher jusque ça? Parce que, je veux dire, c'est tellement vaste. Je reprends à mon PDG de ma santé. Est-ce qu'un président d'entreprise là, est capable d'être spécialiste de tout? De l'approvisionnement aux ressources humaines? Fait que tu as des gens qui t'ont aidé quand même à moi, j'ai été les chercher. Okay. En fait, j'ai fait ma structure de se dire, j'ai un diagnostic, quel est le 360 de toutes les questions qu'on peut se poser? Puis, tu sais, quand je te dis qu'il a pris 9 mois, en fait, ce livre-là, à écrire, c'est 9 mois à être un rat devant mon ordinateur de 5 heures le matin, puis à être un imposteur, en fait, à 2 heures du matin, à écrire un chapitre sur l'importance du dodo. Hein? Comment que ça n'a pas rapport, OK? C'était bien calibré. C'était pas bien calibré. Sauf qu'avant ça, il y a eu 2 ans d'écoute. D'écoute, là, active sur les médias sociaux, sur des groupes de discussion. Là, moi, je notais... Puis j'ai fait la même affaire pour mon livre « Le guide des parents voyageurs », là, pendant aussi, dans le fond, de 2016 à 2018, c'est la même affaire pour mon premier livre. Pendant 2 ans, j'avais noté, vraiment, puis j'ai un cahier, là, où je notais toutes les questions que les gens se posaient, puis je m'assurais, puis j'ai retouché à ce cahier-là, m'assurer que mon livre correspondait à toutes les questions que les gens se posent. Donc, qu'il y ait réponse là-dedans. Et oui, je n'ai pas eu de préservation des ovocytes. Et oui, j'ai pas eu, en fait, d'hormonothérapie. Et oui, j'ai pas eu, en fait, je n'ai pas pris de cannabis non plus, tu sais. Puis j'ai un chapitre là-dessus où j'ai été chercher une médecin. Tu as vraiment été chercher des sujets, le tarot. Le tarot, en fait, c'est parce qu'il y a plein de gens. Bien, ça, c'est un bon exemple des médias sociaux. C'est un super bon exemple. Il y a des gens, en fait, je voyais souvent que ça revenait, tu sais, ces questions-là, tu sais, sur tout ce qui est astrologie, tarot et tout ça, parce que des fois, on est en quête, hein. Il y a personne qui va se dire que le tarot va guérir quoi que ce soit, là. On est tous d'accord avec ça, mais on est en quête. Fait que là, j'ai été chercher Vanessa DL pour lui dire, Vanessa DL, Vanessa, veux-tu expliquer, en fait, comment, justement,
ça peut nous procurer du bien-être. OK? Parce que ça répondait à un besoin. On s'entend, chaque humain est très différent. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui. Ça peut paraître, après ma barre, futile, hein? Comme sujet, absolument. mais tu dis, ouais, mais telle personne, elle, si elle y croit, puis ça lui fait du bien. Ben, elle s'est posé la question. Puis c'est peut-être intéressant si, mettons, je sais pas, Marie écoute, en fait, lit ce chapitre-là, puis qu'elle a jamais fait de tarot de sa vie, tu sais, puis elle va juste trouver ça amusant, comme tu lis un article dans la presse. Puis tu sais, moi, je me dis, si ça te culture parle personnelle. pas, tu le lis pas. Ben, ou tu lis pas. Mais c'est ça, oui, exactement. Je veux dire, c'est un livre vraiment que tu vas lire selon ce qui t'appartient, selon ce qui te parle. Puis la façon que je le vois, puis là, le temps file. Oh non, mais on veut juste continuer. J'ai tellement de choses, oui. Mais avant de finir, je voulais savoir, est-ce que ton livre va être traduit en anglais? Bien, en fait, la vraie question, c'est quelque chose que je souhaite. Par contre, malheureusement, l'industrie du milieu de l'édition, c'est une industrie qui est quand même, on va se le dire, grand-père. Et il n'y a malheureusement pas de subvention pour les ouvrages de type guide. Au même titre que lorsqu'on loue mon livre dans une bibliothèque, l'auteur, ou en fait, lorsqu'on loue un guide, un ouvrage de référence dans une bibliothèque au Québec, l'auteur a 0 $. Ah ouais, je ne savais pas. Aha. Moi, j'ai certains de mes livres qui sont en bibliothèque, mais tu vois, je ne savais pas. 0 $. 0 $. Ça, c'est intéressant à savoir. Mais même chose, en fait, les subventions pour la traduction en anglais ne sont pas éligibles pour les guides. Et c'est un ouvrage de 634 pages. Ouais. C'est un gros ouvrage. Alors, économiquement, pour une maison d'édition, ce n'est pas soutenable. Donc, avis à toutes les maisons d'édition anglophones qui voudraient faire l'acquisition des droits à Québécois les traduire. Libre à eux. Hein? Appel à tous, contactez-moi personnellement. Que, je veux dire, on a une communauté anglophone. Puis je veux dire, on s'entend que le livre pourrait tellement aller ailleurs avec le fait d'être traduit en anglais. Parce que, tu sais, je veux dire, tantôt on parlait des communautés ethniques. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas nécessairement français, qui comprendraient mieux en anglais et qui ont besoin d'informations. En fait, ça serait une base. Fait que, mais le livre se vend en Europe beaucoup. En fait, ça, c'est intéressant aussi. Donc, au moins, ça, c'est intéressant parce qu'il a été, à partir de l'automne 2023, il est rendu disponible partout en librairie, en ligne, des Amazon, des Fnac de ce monde, en Europe. Avec la FICAV, c'est ça? Avec la Fnac? La Fnac. C'est ça, la Fnac, oui. Mais plein de librairies indépendantes aussi. Oui, c'est ça. Puis la version audio, elle est mondiale. Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup de peine, le fait qu'il ne soit pas disponible en anglais, ne serait-ce juste qu'on est un pays quand même bilingue. On est une province quand même où il y a beaucoup de patients qui sont en anglais. Oui. Puis ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Mais il y a des hôpitaux qui sont anglophones aussi. Là, oui, tout à fait. Mais le message se passe quand même, puis je souhaite de tout cœur qu'on puisse se reparler, en fait, dans un an. Oui, puis peut-être que ta question d'entrée, ton update, dans un an, ce serait vraiment chouette. Ah, vraiment. Ben écoute, j'aimerais tellement te garder. On va souper. Mais écoute, assurément, je vais te recevoir parce que dans un an, tu vas sûrement avoir d'autres projets parce que tu es tellement impliquée avec Garde tes cheveux, avec plein de choses. On aurait pu parler tellement de choses, mais je voulais vraiment qu'on parle vraiment du livre. Là, mais c'est hyper intéressant parce qu'on a rarement le temps de le faire. Donc, merci de laisser place, en fait, à ta curiosité. Oui. Mais merci de laisser place aussi à l'ouverture, à la curiosité aussi des autres. Puis justement, à ce non-frein, ne serait-ce que... Tu sais, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de bon là-dedans. Ben exactement. Puis, tu sais, moi, étant dans le domaine, j'avais eu écho de certaines choses, puis je voulais le démystifier aujourd'hui. Ah, t'es un cœur. Je trouvais ça vraiment important. Puis, le fait d'être parallèlement impliqué, mais de ne pas l'avoir eu, des fois, j'ai une vision peut-être plus... de l'extérieur. Donc, il y a peut-être des choses que je vois en étant pas impliquée émotionnellement, c'est ce que je veux dire. Mais je suis très impliquée là, au niveau du cancer du sein. Mais bref, je te remercie de ton temps, que tu es super occupée dans toutes tes activités. Non, mais c'est vraiment un gros mois de tournée. Mais ça, j'aime ça aussi. Peut-être je peux lancer un appel à tous aussi. Tu sais. Je donne aussi beaucoup de conférences en entreprise, entre autres, pour faire justement passer ce message-là de résilience, en fait, de comment transformer l'adversité en opportunité et tout aussi un module sur le stress, parce qu'il n'y a pas un stress plus grand que celui de perdre sa vie, hein? Donc, le stress, apprendre, comprendre, s'outiller, par agir. Donc, si jamais ça vous tente que je vienne vous voir
en entreprise ou dans des grands événements, ça va me faire plaisir aussi. Parfait. On peut en parler à mon agent. Tantôt, en plus, Ah oui! tu mentionnais qu'on pouvait faire tirer un télé Oui, pour avec grand quelqu'un qui plaisir. les a pas. Donc, je vais faire un suite au podcast, je vais faire un concours sur ma page pour faire tirer un télévre. Donc, que ça soit pour une personne qui le vit, mais peut-être pour quelqu'un qui accompagne. Oh, Ça mon l'aide. Dieu. Pour les personnes qui accompagnent, je trouve que ça l'aide à comprendre certaines étapes. Tellement. Les mots, peut-être, hein? Tu as un chapitre Ah, sur les mots à oui. utiliser, moins utiliser, les mots qui sont Ben, en Les- fait, j'impose perdre pas le des combat, mots. Oui, ouais, tu sais, des mots Oui, qui j'ouvre sont- des réflexions. Tu sais, Exactement. J'impose pas des mots, hein. Je dis pas aux gens. Ah, quoique, Oh! c'est vrai que le patient versus participant, ça, j'aimerais vraiment ça l'imposer Oui. à tout le monde. Mais le reste, non, vraiment pas du Mais tout. ça donne Mais vraiment oui. un guide vraiment génial pour la Ouais. personne aussi qui accompagne. Fait que pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas eu de cancer du sein, Ouais. mais on connaît tous une personne Tellement. alentour de nous qui l'ont eu ou malheureusement qui va l'avoir. Mais c'est vraiment Ouais. comme je dis, une bible d'information et surtout un livre qui incite à la discussion, une porte Oui. à rentrer dedans vraiment pour... puis des fois, juste, on ne sait pas comment parler à quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic. Ah Fait non. que de fait d'avoir de l'information, ça permet peut-être de dire, ben regarde, moi, j'ai lu ça, puis je trouvais ça intéressant. Toi, comment te sens-tu là-dedans? Tellement. Fait que je trouve que c'est une belle ouverture là, pour la discussion. C'est autant que ça soit pour le c'est personnel deux. médical. Mais que- oui, puis ces deux chapitres-là, en fait, annoncer un cancer à nos proches, puis l'après-cancer, et en fait, les trois. Annoncer un cancer à ses proches, en fait, accompagner un proche atteint du cancer et l'après-cancer ont été faits aussi en collaboration avec Clarisse Defer, qui est ton co-psychologue aussi. Donc, il y a aussi la vision, c'est pas juste moi qui parle, là, en fait, là. Il y a beaucoup la vision aussi d'une professionnelle qui est peu accessible, hein, tu sais. De Ben, en nos fait, jours, c'est tough, Tout hein. ce que tu dis, Oui, à part ton chapitre, je veux dire, Oui. à toi, tout est appuyé oui, c'est ça. par des spécialistes. C'est ça. C'est pas juste Sophie qui le dit. Mais non. Voici, j'ai été chercher les informations véridiques de professionnels Ouais. de la santé qui sont spécialisés dans tel C'est sujet. ça. C'est ça que j'ai bien aimé. Fait Oh! que, merci. Ben, merci, je Quand t'aime même, tu d'amour. vois, on a de la misère à se lâcher. Oh, je le sais, on n'est pas capable. En tout cas, Fait que- mais merci vraiment beaucoup. Vraiment. Fait que, on fait le tirage du livre après, Oui. en fait, après le podcast qui sera en ligne. puis je vais écrire Puis- un mot d'amour à l'intérieur aussi. Oh, Donc, la super, personne il va va être avoir un personnalisé. mot d'amour à l'intérieur. Oh, Ouais. super, c'est gentil. Ben merci d'être venu encore. Puis, T'es un beau cadeau. on se revoit dans un an. On se dit ça, on se revoit Hey, dans j'aimerais un ça, an? moi. On se revoit dans un an. Merci, mon cadeau. On se donne un... Oui, ben on est des cadeaux mutuels. C'est ça. Ben, Merci. merci beaucoup de votre écoute. Puis, on se voit dans un prochain podcast. Bye bye.